Sud Radio, la vie en mieux. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio, la vie en mieux, votre rendez-vous hebdomadaire, un rendez-vous dans lequel nous essayons de vous guider, de répondre à vos questions, de vous informer, de vous conseiller aussi. Et aujourd'hui, la vie en mieux vous alerte sur le manque de sommeil. Bien dormir pour être en bonne santé, vous allez voir, c'est vrai à tout âge. Si vous aimez les animaux, alors vous les adorez mais vous ne pouvez pas en posséder parce que malheureusement, un animal, c'est vrai, ça coûte cher. On va vous donner des astuces pour pouvoir profiter de leur compagnie sans les contraintes. Et enfin, vous rêvez de devenir propriétaire mais les prix sont trop chers. Avez-vous entendu parler du bail réel solidaire? On en parle tout de suite dans la vie en mieux sur Sud Radio. Sud Radio, la vie en mieux. Alors nous sommes tous concernés par l'utilisation démesurée, addictive des réseaux sociaux. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, tire cette semaine une alarme concernant notamment nos enfants et leur dépendance aux réseaux sociaux. 36% des jeunes, 44% des adolescents seraient constamment en contact avec leurs amis ou sur des vidéos ou sur des jeux, et ce parfois très très tard le soir. Bonjour Dr Ray. Bonjour. Alors, docteur Ray, vous êtes professeur président de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Alors, c'est vrai qu'on est dans une drôle de société, ce qui est assez paradoxal. C'est que l'évolution, effectivement, les outils technologiques, les moyens mis à la disposition de chacun, je parle évidemment de toutes ces applis qu'on a sur nos écrans, sur nos téléphones, sur nos tablettes, nous poussent tous à la consommation des écrans et ce, au détriment évidemment de la qualité de notre sommeil. Alors, dans cette société, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand même pour bien dormir? Voilà, en effet, on a acquis une liberté plus importante pour rester réveillé et faire plein de choses. Avant l'électricité, il est évident que la nuit, dans le noir, avec la bougie, on ne pouvait pas faire grand-chose. Actuellement, on peut faire plein de choses. Et donc, cette nouvelle liberté, c'est aussi de nouvelles réflexions sur la façon de gérer notre sommeil. Et nous avons appris au cours des 20 dernières années les différentes fonctions du sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de très utile, d'indispensable à la santé. Alors, quand on dit que le sommeil d'avant minuit est plus réparateur, vous dites vrai ou faux? Et si oui, pourquoi? Alors oui, le sommeil est plus réparateur avant minuit. Pourquoi? Parce que le sommeil est organisé en cycles. Ces cycles, chez l'adulte, font à peu près 1h30. Et le cycle comporte d'une part du sommeil lent et d'autre part du sommeil paradoxal. Le sommeil lent, c'est l'activité électrique du cerveau qui se ralentit. Le sommeil paradoxal, paradoxalement, ça ressemble à de la veille, mais on dort. Et le problème, c'est que la quantité de sommeil lent n'est pas identique entre le début de la nuit, où il y a plus de sommeil lent, et la fin de la nuit, où il y a plus de sommeil paradoxal. C'est pour ça que quand on se réveille en fin de nuit, on a souvent un rêve en tête, parce qu'on sort du sommeil paradoxal, alors que si on vous réveille 1 heure après l'endormissement, vous êtes plutôt dans le pâté, parce que vous étiez en sommeil lent profond. D'accord. Mais ceci marche à condition, bien entendu, de se coucher régulièrement avant minuit. Et donc, si je travaille la nuit, à ce moment-là, je vais faire beaucoup moins de sommeil lent. Et donc, je vais être en dette de sommeil. Et en fait, si vous dormez un peu moins la nuit et que vous faites des siestes, est-ce qu'on a le même bénéfice ou c'est pas la même chose? Ah non, c'est pas la même chose. Mais par contre, les siestes ont l'intérêt de nous faire récupérer. Et la sieste, c'est ce que nous avons développé au niveau de l'INSV, est beaucoup plus utile que la grasse matinée pour récupérer le manque de sommeil. Pourquoi? Parce qu'on fera plus facilement du sommeil lent à la sieste, alors que le matin, si on va se coucher après une nuit blanche, on fera beaucoup plus de sommeil paradoxal et moins de sommeil lent. D'accord. Alors, quels sont, docteur, les premiers signes d'un sommeil de mauvaise qualité, c'est-à-dire d'un sommeil qui finalement n'est pas réparateur? Le premier signe, c'est qu'on est somnolent dans la journée du lendemain, parce qu'on n'a pas dormi assez. Oui. Et donc, on a du mal à faire attention et à se concentrer. Et c'est malheureusement ce qu'on observe chez un certain nombre de nos élèves à l'école qui, le lundi, après avoir passé une nuit de dimanche très écourtée, vont avoir du mal à se concentrer, à écouter ce qui est dit. On dit que la lumière blanche, justement, des écrans les empêche de dormir, parce que le cerveau comprend qu'en fait, c'est toujours le jour et donc ça ne facilite pas l'endormissement. À quel moment doit-on arrêter vraiment les écrans pour pouvoir avoir un sommeil récupérateur après?
Alors, il faut arrêter les écrans au moins 1 heure avant le moment où l'on veut dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a une hormone qui s'appelle la mélatonine qui est sécrétée quand il fait nuit et sa sécrétion est bloquée par la lumière, en particulier la lumière bleue, qui est la lumière bleue du ciel. Et malheureusement, nos écrans, avec cette lumière blanche, est enrichie en lumière bleue pour avoir un meilleur contraste. Et donc, le fait de regarder un écran empêche la sécrétion de mélatonine et donc va gêner l'endormissement. Alors, si on a du mal à s'endormir, est-ce que vous avez deux, trois petits trucs, deux, trois petits exemples d'exercices qu'on peut faire pour essayer de s'endormir? Je pense à toutes les personnes et souvent, à partir d'un certain âge, on a un petit peu plus de mal à s'endormir. Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, il faut aller s'endormir quand on a sommeil. Et donc, il faut faire attention aux signes qui se développent. On commence à bâiller, on a les yeux qui piquent, on fait un peu moins attention. Et donc, certains vont lutter contre le sommeil pour rester devant un écran, pour continuer à voir le film. Et finalement, ce moment propice au sommeil, eh bien, ils vont le louper. Et ils vont finir par ne plus avoir sommeil. Et un grand nombre aussi ont une certaine somnolence devant les écrans. Et puis, quand ils décident d'aller se coucher, ils vont se réactiver et à ce moment-là, ils vont avoir du mal à trouver le sommeil. Donc, il faut se coucher en principe à une heure le plus régulière possible, à peu près toujours à la même heure, parce que du coup, on est conditionné pour s'endormir. Et il faut prévoir surtout un sas pour s'endormir, c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'une hyperactivité devant un écran à jouer à un jeu vidéo Oui. à un endormissement. Ça, c'est pas possible. On n'a pas de bouton on-off et donc l'endormissement, ça se prépare par éventuellement une séance de méditation ou en écoutant une musique douce ou en prenant une tisane. Mais il y a un moment de préparation dans lequel on va progressivement se déconnecter. Alors, face à des élèves, quel mot magique vous utilisez pour faire comprendre aux adolescents que le sommeil, c'est très important? Parce que moi, j'imagine, je pense à tous les parents qui vous écoutent et qui se disent, mais moi, comment je vais faire ce soir pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il lâche son portable? Alors, il faut expliquer que le sommeil, c'est très important parce que c'est très bien. C'est quelque chose qui est très plaisant. D'abord parce qu'on va consolider ce que l'on apprend dans la journée, pendant le sommeil, que si on manque de sommeil, on va avoir tendance à prendre du poids, on va tendance à devenir obèse, et c'est très clair aux États-Unis, où la privation chronique de sommeil fait que vous avez 30% d'obèses par État. Oui. Donc cette épidémie mondiale d'obésité, eh bien, elle est en partie, pas que ça, mais elle est en partie liée à la privation chronique de sommeil. Et donc à une adolescente, lui dire si tu dors bien, tu prendras moins de poids que si tu dors très mal avec des dettes de sommeil. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est Et puis, effectivement plus efficace que de lui dire tu vas gagner en concentration. Si on joue sur le style et sur la silhouette, c'est plus important, c'est vrai. oui, non, on a déjà. Et puis, le sommeil, quand vous avez un sommeil de qualité, eh bien, vous allez rêver. Et les rêves, c'est quelque chose de très important parce que ça nous permet de mieux gérer les émotions du lendemain. Et donc, C'est le intéressant. fait de rêver, de se rappeler de ses rêves, eh bien, c'est un moment qui est très plaisant, même si les rêves parfois sont un peu désagréables, mais il n'empêche que ça va nous permettre d'avoir une meilleure gestion de nos émotions, et donc on va être beaucoup plus en forme le lendemain. Alors, dernière petite question, est-ce qu'il y a peut-être un exercice simple à faire pour connaître son rythme de sommeil? Parfois, avec 10 minutes de sommeil, on se requinque, et avec une demi-heure de sommeil, on est fatigué. Tout à fait. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a d'une part ce qu'on appelle les sommeils flash ou les siestes courtes qui sont inférieures à 20 minutes et qui ont pour but de mettre au repos nos systèmes d'éveil. Quand on est très concentré, très attentif, au bout d'un moment, on n'en peut plus et donc on va faire à ce moment-là un petit sommeil flash, mais on ne va pas rentrer dans du sommeil parce que si vous dormez complètement, à ce moment-là, vous allez rentrer dans l'inertie du sommeil, et c'est ce que vous venez de dire. On va avoir un sommeil qui va durer une demi-heure et on va se réveiller plus fatigué Oui. qu'avant le sommeil. D'accord? Donc ça, c'est très important. Alors après, il faut apprendre à se connaître, et donc il y a des moments où on s'endort beaucoup plus facilement,
Et il y a des gens qui sont plutôt du soir, donc ils ont plutôt tendance à s'endormir tard, alors que d'autres sont plutôt du matin et vont avoir tendance à se réveiller très tôt et en forme. Et donc il faut se connaître de façon à ne pas aller se coucher quand on risque pas de s'endormir. Donc quelqu'un du soir, ça va être difficile qu'il aille se coucher tôt, et quelqu'un qui est du matin, eh bien, ça va être difficile qu'il fasse une grasse matinée. Donc, c'est pas utile d'aller contre son rythme biologique. D'accord. Merci Dr Ray, spécialiste du sommeil, de nous avoir éclairé sur l'importance de prendre le temps de dormir, d'avoir un sommeil de qualité pour être en forme et surtout préserver notre santé. Alors pour poser vos questions, surtout apporter votre témoignage dans La Vie en Mieux, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante: laviesenmieux@sudradio.fr. Bon appétit si vous êtes à table. Merci de nous accompagner sur Sud Radio. La Vie en Mieux, votre nouveau rendez-vous chaque dimanche à midi, revient dans quelques minutes. Nous vous dirons comment devenir propriétaire à moindre coût en utilisant le bail réel solidaire, une initiative très intéressante pour accéder à la propriété. Mais tout de suite, si vous aimez les animaux, mais malheureusement vous n'avez pas les moyens d'en avoir un à la maison, eh bien on va vous donner plein d'astuces dans La Vie en Mieux. C'est dans quelques minutes et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, La Vie en Mieux. Merci d'être avec nous, La Vie en Mieux, votre rendez-vous chaque dimanche sur Sud Radio. Un rendez-vous pour vous apporter, on l'espère, des conseils, des solutions. On essaye en tout cas de vous faciliter la vie. Alors dans quelques minutes, nous vous dirons comment devenir propriétaire à moindre coût en utilisant le bail réel solidaire, une initiative très intéressante pour accéder à la propriété. Mais auparavant, nous allons parler de nos amis, les animaux. On vous donne des astuces pour profiter d'un animal de compagnie, un chien, un chat peut-être, sans avoir besoin de l'acheter. Parce que c'est vrai que malheureusement, par ces temps difficiles, on n'a pas forcément les moyens. Donc bonjour Laetitia Barlerin. Bonjour Cathy, bonjour notre à vétérinaire attitré. C'est vrai qu'un animal, c'est un budget. Vous allez aujourd'hui nous donner des petits conseils parce que c'est possible en fait de profiter de la présence d'un animal sans forcément en être propriétaire. Voilà, et puis surtout c'est une responsabilité, un animal, un chien on le garde une quinzaine d'années, un chat on peut aller jusqu'à 20 ans, donc et puis il faut le faire garder, etc. Et puis c'est un budget et beaucoup de responsabilités. Les soins, tout ça. Les soins vétérinaires, l'alimentation qui est le premier poste de dépense. On sait qu'un chien peut coûter plus de 1 000 € par an, voire plus s'il a des problèmes de santé. Ça c'est vraiment la base. Et un chat, on est dans les 800 € par an, sans compter les problèmes de santé. Donc c'est quand même un budget. Bon. Alors, il y a différents moyens de se rapprocher d'un chien sans en être propriétaire. Alors, ce qu'on appelle le dog, le cat sitting, comment ça se passe ? Alors c'est vrai que l'on peut, par exemple, si votre voisine vous demande de garder pendant ses vacances son chat ou son chien, c'est ce qu'on appelle le pet sitting, le cat sitting pour le chat ou le dog sitting pour le chien. Et c'est vrai qu'il existe de plus en plus d'applications maintenant où vous pouvez proposer vos services, soit moyennant finance, soit ne moyennant pas finance. C'est un peu comme le site Empreinte mon toutou. Empreinte mon toutou, c'est on propose de garder votre chien soit dans la journée pour lui faire un petit tour de pâté de maison ou aller au parc. C'est bénévole. Et ça c'est bénévole. Soit si vous voulez le garder plus longtemps. Et c'est un peu avoir les avantages sans les inconvénients. C'est-à-dire les avantages, la présence d'un animal, sortir, aller au parc avec un chien ou alors avoir un chat à la maison sans les inconvénients, c'est-à-dire la responsabilité d'avoir ce chien-là ou ce chat-là avec vous. Et puis, vous pouvez aussi devenir cat ou dog sitter, moyennant finance aussi. Il y a beaucoup de particuliers qui proposent leurs services et qui, en échange de 10 à 20 € par jour, peuvent garder votre animal pendant les vacances, pendant que vous n'êtes pas là. Alors, il y a aussi une autre façon aussi de garder les animaux et de profiter aussi d'un logement gratuit. C'est ce qu'on appelle le home sitting. Alors, ça se développe de plus en plus en France. Aux États-Unis, c'est assez fréquent, ça. Voilà, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est hyper fréquent et ça commence à arriver en France. Et il y a des agences qui vous proposent, si vous partez, que vous avez une maison ou un appartement, que quelqu'un vienne à la maison garder votre maison, votre appartement et les animaux qui sont à l'intérieur et en même temps vous arrosez les fleurs, etc. Et ce home sitting, c'est vraiment une façon d'abord de vous-même partir en vacances, mais dans un endroit, où vous payez pas je pense qu'on fait ça, il faut quand même avoir confiance parce que bon. C'est pour ça qu'il faut mieux passer par des agences qui sélectionnent les profils des home sitters, des personnes qui vont garder votre maison, votre appartement avec les animaux et elles vraiment, ces agences
agences-là font vraiment une sélection. Parce que moi, je ne donnerais pas, bien entendu, mon appartement ou mon... C'est toujours un peu délicat. Voilà, c'est un peu délicat. Mais ces agences-là, voilà, font vraiment un casting bien précis et surtout assurent. S'il y a le moins de problèmes avec le home sitter, bah, ces agences ont des assurances et puis font en sorte de... Alors, sinon, on peut aussi adhérer à une association. Oui, alors, vous savez que on parle beaucoup de la SPA ou des refuges, mais il faut savoir qu'il y a 3500 associations de protection animale en France qui cherchent des familles d'accueil. Alors, c'est quoi une famille d'accueil? Ben, c'est simple. Ces associations-là, bien souvent, n'ont pas de refuge, mais quand même accueillent des animaux abandonnés, chiens, chats, voire NAC, des nouveaux animaux de compagnie comme les lapins, les furets ou d'autres animaux. Serpents, par exemple, aussi, ça existe, mais enfin, c'est quand même très rare. Et elles ont besoin de familles pour accueillir ces animaux abandonnés avant leur adoption. Et ces familles ont un rôle très important parce qu'elles sont responsables du fait de prendre cet animal qui bien souvent peut-être a subi a une vie qui a des traumas, a été abandonné ou a été trouvé dans la rue et de le réconforter, de lui réapprendre la vie en famille avant l'adoption. Et là, bah, vous faites un super bon geste. Vous accueillez le chien ou le chat. Tous les frais. Voilà, c'est une transition. Tous les frais sont payés par l'association, que ce soit les frais vétérinaires, l'alimentation. Et votre rôle, bah, c'est de garder cet animal avant de le faire adopter. Donc ça peut durer une semaine, comme ça peut durer 1 an. Mais moi, je trouve que c'est très bien. Alors, faites attention parce que c'est gagnant-gagnant, mais la plupart des familles d'accueil s'attachent à l'animal. Évidemment. Et l'adopte. Comme vous, Lucky. Voilà, comme moi, avec ma petite Lucky. Voilà, qui est une... On va montrer parce qu'elle est tellement mignonne. Elle est en train de dormir parce que... Voilà. Oh, trop mignonne. Elle a été adoptée par l'association, elle a été accueillie par l'association Chihuahua en détresse. Ça porte bien son nom puisque c'est un chihuahua. Et je l'ai adoptée dans cette association. Et justement, elle a passé 2 mois dans une famille d'accueil parce qu'elle avait des graves problèmes médicaux, cardiaques. Et le temps qu'elle se remette sur pattes, et le temps de la faire adopter. Donc, je remercie bien sûr la famille d'accueil. Mais la famille d'accueil, c'est vraiment bien parce que même si vous êtes seul, vous avez un animal, vous en prenez soin et vous savez que vous vous engagez pas pour 20 ans. Pour la vie. Absolument. Mais c'est une bonne action. Et puis, dans les associations, vous pouvez aussi aider les associations à faire, par exemple, à trouver des aliments vous savez, ils font des opérations dans des supermarchés pour trouver des croquettes pour les chiens et les chats. Une activité. Il y a beaucoup d'activités auprès des associations et ça vous permet de rencontrer du monde. Absolument. Lien social. Lien social. Merci Laetitia Barlerin, vétérinaire à Paris, d'être passée nous voir. Puis c'est vrai qu'il y a Animal Expo. En ce moment, oui. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour. À la porte de Vincennes. Voilà, à Paris, à la porte au Parc Floral, porte de Vincennes, vous avez Animal Expo. Vous verrez pas mal de chiens, de chats et aussi de nouveaux animaux de compagnie. C'est une bonne idée de sortie, même avec les enfants. Merci Laetitia. Tout de suite, La vie en mieux continue sur Sud Radio. Si devenir propriétaire de son appartement ou de sa maison était devenu possible, je suis sûre que vous en seriez très heureux. Restez avec nous. Sud Radio, la vie en mieux. Le bail réel solidaire, un dispositif immobilier pour vous permettre d'avoir accès plus facilement à la propriété. Et ça, c'est vraiment une excellente initiative, vous allez le voir. Bonjour Honoré Puil. Bonjour. Vous êtes vice-président de Rennes Métropole en charge du logement. Vous venez d'être nommé président de l'Office public de l'habitat. Alors, nous allons parler du bail réel solidaire, qui est une vraie chance pour beaucoup de foyers, puisque ça leur permet d'accéder à la propriété. Expliquez-nous, pour que tout le monde comprenne bien, comment fonctionne ce bail réel solidaire. Alors, le bail réel solidaire, c'est un dispositif d'accession à la propriété qui permet donc à des ménages sous plafond de ressources de devenir propriétaires d'un logement, et ce, donc à un prix abordable. Le principe du bail réel solidaire repose sur ce que l'on appelle la dissociation du foncier et du bâti. Je veux dire en clair que vous allez acheter uniquement donc le logement, tandis qu'un organisme donc de foncier solidaire qui lui est agréé par l'État garde la propriété du terrain. Vous n'achetez donc que la partie bâtie donc du logement, et en contrepartie, bien évidemment, vous engagez à vivre dans votre logement au titre de votre résidence principale.
et vous devez par ailleurs vous acquitter d'une faible redevance mensuelle auprès donc de l'Office foncier solidaire par rapport au fait que votre logement est installé sur un terrain qui appartient à quelqu'un d'autre, qui est donc l'Office foncier solidaire. D'accord. Alors, si on essaye de prendre un exemple chiffré, par exemple, si on prend un appartement qui a une valeur de 250 000 euros, par exemple. Alors, je vais prendre un exemple très concret s'agissant donc de notre territoire. Oui. Aujourd'hui, on propose donc un logement, par exemple, en T3 de 165 mètres carrés à 182 000 donc euros, Oui. Ce qui correspond donc à un prix qui est très inférieur donc à celui rencontré donc sur le marché, parce que par ailleurs donc vous avez effectivement aussi pas mal d'avantages donc avec ce dispositif. C'est d'abord donc un prix d'acquisition donc qui est plafonné, qui est déterminé donc le plus souvent par la collectivité avec un taux de TVA donc qui est réduit donc de 5,5. C'est un accès donc aussi donc au prêt donc à taux zéro. C'est aussi une garantie de rachat dans l'hypothèse où quelques années plus tard vous auriez des difficultés à revendre donc votre logement. Vous reprenez l'appartement. Quelquefois aussi selon les communes, c'est un abattement partiel de taxes foncières qui vous est donc accordé. Et donc évidemment il y a des engagements en face de tout cela. C'est le respect des plafonds de revenus à l'entrée donc dans le logement, et puis comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est une occupation à titre de résidence principale, ce n'est pas pour faire évidemment de la résidence secondaire. D'accord. Alors, par exemple, le coût de votre appartement par rapport à un appartement lambda qu'on trouverait sur le marché, il y a donc un discount de combien en fait ça va alors, entre moins 15 et moins 50%. Si vous prenez par exemple le territoire de la ville de Rennes, aujourd'hui sur le marché dit libre, on dépasse allègrement donc les 5 000 euros, quelquefois même les 6 000 euros. Oui. Et là, vous le voyez, on va proposer un logement donc à 2 800 euros donc le mètre carré. Et les personnes qui ont eu la chance d'acheter il y a encore quelques mois achetaient à 2 200 euros par mètre carré. Oui, donc vous voyez que c'est vraiment extrêmement attractif donc, de ce point de vue-là. Alors, à qui s'adresse le bail réel solidaire? Quel est le profil de l'acheteur type? Qui peut en bénéficier? Alors, le bail réel solidaire, il s'adresse à des personnes dont les revenus sont inférieurs au plafond légal pour une occupation en résidence principale. Et donc, pour savoir si vous avez le droit donc d'accéder à ce dispositif, en fait, il faut se baser sur votre revenu fiscal de référence de l'année donc N-2. Il va falloir également tenir compte du nombre de personnes qui vont occuper le logement, et on va tenir compte aussi de la zone dans laquelle donc vous habiter, parce qu'en matière de logement en France, rien n'est jamais tout à fait simple. Donc il y a plusieurs zones par rapport au plafond de revenus auquel vous pouvez donc que vous pouvez mettre en avant. Mais ce qu'il faut dire en termes des plafonds de ressources, c'est qu'aujourd'hui ces plafonds de ressources ont été considérablement donc réévalué à la fin de l'année l'année 2023, et que donc aujourd'hui, par exemple sur notre territoire, c'est pratiquement 9 locataires sur 10 qui peuvent prétendre à ce dispositif. C'est énorme, 9 sur 10. Oui, c'est tout à fait énorme. Alors vous diriez que ce dispositif en fait représente aujourd'hui donc quel pourcentage de ventes par rapport aux ventes immobilières de la région? Alors aujourd'hui, on n'est pas dans de la vente, on est dans de la construction neuve puis de la vente. Oui. Et donc aujourd'hui, évidemment, sur notre territoire, même si nous sommes aujourd'hui le premier office foncier donc de France en volume de production, aujourd'hui nous n'avons encore livré que 600 logements à peu près, mais nous avons déjà des milliers de demandeurs donc qui sont agréés. Et ce que l'on imagine de faire, c'est évidemment d'augmenter considérablement cette production en bail donc réel solidaire dans les mois et les années qui viennent. Alors aujourd'hui en France, bon, bien évidemment votre région, number one, mais sinon il y en a aussi dans d'autres régions? Oui, aujourd'hui en France, vous avez à peu près 143 organismes de foncier solidaire. Donc en Bretagne, par exemple, vous en avez 17 en tout. Mais par exemple, sur la région Nouvelle-Aquitaine, il doit en exister une 24 donc, à ce jour, et qui sont là justement pour développer une politique d'accession en termes de propriété. J'imagine que vous allez rendre aussi de nombreuses familles très heureuses avec ce dispositif.
Oui, très souvent, parce que devenir propriétaire aujourd'hui pour les Français, c'est encore un rêve qui malheureusement, sur certains territoires, devenait de plus en plus inaccessible. Et donc là, avec ce dispositif d'OFS-BRS, on redonne en fait de la joie à un certain nombre de ménages qui peuvent devenir propriétaires de leur logement et qui peuvent ainsi donc capitaliser, se constituer donc un patrimoine sur la période. Écoutez, c'est formidable. Merci infiniment Honoré Puil, vice-président de Rennes Métropole à l'Habitat, pour toutes ces informations. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, à très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à midi avec de nouveaux rendez-vous. Et si vous voulez témoigner sur un sujet qui vous tient à cœur ou me poser une question, n'hésitez pas à écrire laviesenmieux@sudradio.fr.